Tout le monde au Japon a disparu et vous êtes piégé dans une ville déserte obligé de participer à des jeux mortels où chaque erreur peut être fatale. Tout dans ce monde a été conçu pour vous tuer. Mais nous pouvons survivre grâce à 5 règles simples. Je vais vous montrer comment vaincre tous les jeux mortels auxquels ils ont été confrontés. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devez faire et comment venir à bout des jeux mortels d'Alice in Borderland. Nous faisons la connaissance d'Arisu, un passionné de jeux vidéo. Il a l'air d'un loser, mais les apparences peuvent être trompeuses. C'est un joueur expérimenté, ce qui fait de lui un stratège. Il adore les maths, il connaît la mécanique, et son talent pour les jeux vidéo est impressionnant. Ça peut sembler être une activité inutile, mais ces jeux entraînent votre cerveau pour prendre des décisions rapides et pratiques dans des situations sous haute pression. Et puis entendre tous les jours de la part de sa famille que l'on est un raté, ça renforce le caractère. Et parfois vous avez juste besoin du bon moment pour montrer tout votre potentiel. Donc il rejoint ses potes, Karube, un barman, et Shota, un informaticien. Ils ne sont pas très chanceux et ils aimeraient tous pouvoir remettre à zéro leur vie un peu pourrie. Karube imagine ce qu'il ferait en cas d'attaque de zombies, et est convaincu qu'Arisu aurait le plus de chances de survivre. Ce garçon semble rapidement cibler les forces et les faiblesses de chacun, ce qui fait de lui un très bon leader lorsque les choses tournent mal. Il ne suffit pas d'être le plus intelligent ou le plus fort, il faut savoir quand utiliser les compétences de chacun pour être bien préparé dans des situations où notre survie est en jeu. Alors qu'ils se promènent dans la rue, leur pote informaticien entend une forte explosion qui ressemble à un étrange feu d'artifice. Le bruit attire l'attention de tout le monde dans la rue, y compris la police. Pensant qu'ils sont en danger, ils courent se cacher dans une cabine de toilette à proximité. Les lumières s'éteignent mystérieusement et ne se rallument pas. À l'extérieur, tout devient très silencieux. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Quand les amis quittent les toilettes, ils découvrent que la ville est désormais complètement vide et ce qui est encore plus flippant, leurs téléphones sont HS. C'est méga perturbant, mais le plus important pour le moment, c'est de rester calme. Il y a beaucoup d'indices à examiner parce que nous avons la ville pour nous tout seuls. Nous ne savons pas si d'autres choses ont disparu. Donc je commencerai par explorer la ville à la recherche de nourriture, de feu, d'eau, d'animaux ou de signes de vie. Nous ne trouverons pas toutes les réponses à nos questions, mais au moins on pourra savoir à quoi s'attendre dans cette nouvelle réalité. Cette nuit-là, un des immeubles affiche un message, accueillant des joueurs pour une partie et les guidant vers le bâtiment du GM, le seul endroit du quartier qui est éclairé. Nous ne devrions évidemment pas faire confiance à tout ça, donc pour commencer, allons chercher de quoi nous protéger. Le Japon a des lois très strictes sur les armes à feu, mais vous pouvez acheter des fusils. Et il y a un magasin juste ici appelé Shibuya Firearms Incorporation, à seulement 5 minutes de leur position. Je prendrai également une lampe de poche à pile et un sac à dos avant d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Ils arrivent sur place mais il n'y a personne. J'en profiterai pour inspecter le périmètre du bâtiment avant d'y entrer. Nous ne connaissons pas cet endroit et nous pourrions en apprendre un peu plus. Ils entrent dans le bâtiment et sans le savoir passent à travers des lasers, se retrouvant piégés à l'intérieur où se trouve une table avec des téléphones. Ils ont l'air de fonctionner et ils ont tout un système de reconnaissance faciale. C'est super suspect. Une voix automatique lance un compte à rebours de 2 minutes en attendant que d'autres joueurs les rejoignent. C'est alors que cette femme arrive et leur annonce qu'ils sont maintenant les joueurs d'un jeu. Et il n'est visiblement pas question de s'enfuir. La carte d'identité de ce mec vient d'être détruite par un laser sortant du plafond. Ok, donc la situation est flippante, mais il est important de garder son calme, car l'esprit d'analyse et le sens de l'observation seront plus importants que jamais. Si nous étions plus prudents et méfiants à l'égard de notre environnement, nous aurions pu deviner que ces lumières nous attiraient ici pour une raison précise. Nous ne survivrons pas dans ce nouveau monde sans être attentifs à chaque détail, aussi petit soit-il. Une autre fille entre en courant et passe les lasers, se retrouvant prise au piège avec les autres. Si c'est un jeu, alors ce sont soit nos coéquipiers, soit nos adversaires. À partir de maintenant, tout doit être analysé en termes de compétition et de survie. Et celui qui le comprendra le premier prendra l'avantage. Je commencerai immédiatement à chercher les faiblesses de mes adversaires. Cette femme, par exemple, est habillée très chic, mais ça signifie qu'elle est plus dans l'apparence que dans la pratique. Elle a l'air d'en savoir beaucoup, mais clairement, elle ne partagera pas ses connaissances sans contrepartie à son avantage. Ça veut dire que nous ne pouvons pas lui faire confiance. Il sort de l'ascenseur et entre dans une pièce carrée avec 2 portes, vivre et mourir. Et tout ce qu'ils ont à faire est de choisir la bonne porte dans le temps imparti. Le niveau de difficulté du jeu est un 3 de trèfle, et s'ils gagnent, ils seront libérés du bâtiment. L'informaticien commence à filmer avec son téléphone. C'est une excellente idée car ils peuvent revoir ce qui s'est passé et essayer de développer leur stratégie. Ils auraient dû commencer à faire ça dès le début. La femme leur indique de choisir la porte de droite, mais ne donne pas plus d'explications. Un comportementaliste chercherait des signes pour savoir si elle ment, dans ses gestes, une attitude défensive ou un regard fuyant. Cette femme montre clairement ces 3 signes. Il n'y a donc aucune chance que j'ouvre la porte qu'elle m'indique. Mais nous devrions d'abord penser à la situation dans son ensemble et analyser l'espace où nous nous trouvons. Nous devons déterminer les limites de l'arène de jeu et ses règles avant toute chose. C'est un faux plafond. Je monterai sur les épaules de mon ami pour voir si je peux enlever les panneaux pour avoir une meilleure vue. Il a fort à parier qu'un piège nous attend dans la pièce suivante. Alors j'envisagerai même de dévisser les ampoules et de les jeter dans les pièces pour voir si elles déclenchent quelque chose. De la fumée commence à s'échapper du sol. Ils vont suffoquer s'ils ne font pas quelque chose rapidement. Ok, donc c'est un piège mortel, littéralement. Et les enjeux sont réels.
Les 3 hommes sont horrifiés, mais la femme ne bronche pas et choisit l'autre porte. Ils la suivent alors que la pièce derrière eux explose. Cette fois, ils ont 10 secondes de moins et la femme essaye de manipuler les autres pour qu'ils ouvrent la porte suivante. Et Harisu est sur le point de tomber dans le panneau, mais il est pris par la peur. Le barman Karube tente le tout pour le tout et il se précipite au hasard pour ouvrir une porte. Alors que le groupe échappe de justesse à un autre accident, chaque pièce leur laisse moins de temps qu'avant. Ils ont eu de la chance jusqu'à présent, mais à moins de réfléchir rapidement à un plan pour s'en sortir, ils vont tous mourir. En raisonnant par déduction, on peut extraire un certain nombre d'indices pour nous aider à choisir les portes suivantes. Nous savons qu'il y a au moins 3 rangées de pièces à partir des modèles de portes, et que nous sommes du côté le plus à gauche du bâtiment car il n'y a jamais de porte sur ce mur. De plus, les pièces sont carrées, donc les 3 rangées pourraient former une grille de 9 ou 12 pièces, selon la forme du bâtiment lui-même. Mais l'observation est la clé de la réussite, car si nous étions attentifs à notre environnement, nous verrions sur le plan d'évacuation que le bâtiment est carré, donc il doit y avoir 9 pièces au total. Et en procédant par élimination, nous pouvons savoir quelles pièces sont sûres à partir de là où nous sommes déjà allés. Harisu trouve une autre solution. Il est passionné de voitures et il se souvient du modèle et de la longueur de la BMW en bas de l'immeuble, et s'en sert pour calculer les dimensions du bâtiment. Il mesure ensuite la taille de la pièce avec ses pieds pour visualiser le plan complet du jeu. C'est le moment où je suis vraiment rentrée dans la série. Les stratégies de ce genre, ça me fait vraiment kiffer. Cette théorie fonctionne parfaitement jusqu'à ce qu'ils atteignent la dernière pièce. Ils sont sur le point de passer la porte quand ils se rendent compte que quelque chose ne va pas. Ils sont dans le coin arrière gauche du bâtiment. La porte mourir ne mène nulle part. Mais s'ils prennent la porte vivre, ils se retrouveront dans la pièce piégée au début où la lycéenne est morte. Ils sont coincés. Normalement, chaque bâtiment doit avoir une cage d'escalier pour les sorties de secours. Et nous n'en avons pas encore vu. D'après le plan d'évacuation, nous pouvons être certains que la sortie est à droite. Mais si je n'étais pas sûre, j'encouragerais la femme à ouvrir la porte en premier. Elle est plus susceptible de me faire confiance puisque nous sommes arrivés en vie jusqu'ici. Mais si je me trompe, au moins, c'est pas moi ou mes amis qui en paieront le prix. Harisu se souvient que son ami était en train de filmer et demande à voir les vidéos. La vidéo qu'ils ont enregistrée plus tôt confirme qu'il n'y a pas de porte de l'autre côté de la pièce. Et ils s'en sortent de justesse. L'informaticien se brûlant la jambe. Ils sortent du bâtiment et reçoivent un message leur indiquant qu'ils ont réussi le défi. La femme trouve une carte à jouer, un 3 de trèfle. Et leur téléphone indique qu'ils ont chacun gagné un visa de 3 jours. Et du coup, s'ils sont pas au Japon, ils sont où ? Soudain, un autre joueur arrive dans la ruelle expliquant que son visa expire aujourd'hui. Le groupe voit alors un laser fendre le ciel, le tuant sur le coup. C'est alors que l'électricité de tout le bâtiment est à nouveau coupée. Ils doivent trouver un autre jeu pour prolonger leur propre visa, car s'ils ne le font pas, c'est game over. Ok. Nous pourrions être coincés ici un certain temps. Il faut donc commencer à penser à trouver un abri, de la nourriture et des armes. La nourriture en conserve est un choix évident pour commencer, parce que c'est rapide, ça se conserve bien et il y en a beaucoup. Mais elle ne durera pas éternellement, et nous devrons apprendre à chasser, cuisiner et jardiner. Sur le long terme, je désignerai un parc voisin pour y planter et récolter des légumes. Les courges, les pommes de terre et les haricots sont riches en nutriments et faciles à cultiver en grande quantité. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de frigo, donc le chou pourra être fermenté en kimchi et conservé pour un repas riche en nutriments. Ce soir-là, au dîner, ils apprennent que la femme est là depuis 3 jours, alors que c'est le premier jour des garçons. Donc la disparition de tous les habitants s'est produite 2 jours plus tôt pour elle. Comment c'est possible ? Harisu réalise que cela signifie que le temps ne fonctionne pas de la même façon ici. L'informaticien pense qu'il a pu y avoir une bombe électromagnétique, car après avoir vu l'explosion, les lumières se sont éteintes. Chaque jeu a un concepteur, et nous devons découvrir qui tire les ficelles. La seule façon d'y parvenir pour l'instant est de jouer à d'autres jeux pour collecter plus d'indices. On en sait déjà un peu plus sur le niveau des jeux. Le dernier était un niveau 3 de trèfle, qui est une carte faible. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de jeux, et qu'ils vont devenir de plus en plus difficiles. Je m'entraînerai donc à améliorer ma condition physique, à faire travailler ma mémoire, mes capacités d'observation et les techniques d'apaisement comme si j'étais dans un camp d'entraînement des forces spéciales du GIGN. Et pour un joueur qui passe 14 heures par jour vissé sur une chaise, c'est pas gagné et faut se mettre au travail rapidement. Durant la nuit, les 2 amis élaborent un plan. Ils vont participer à un nouveau jeu dans l'espoir de gagner du temps pour trouver un médecin pour soigner la jambe de leur pote. L'informaticien est un atout, mais s'il ne guérit pas, il pourra devenir un point faible et les rendre vulnérables durant le jeu. C'est pourquoi les amis ne devraient pas participer ensemble à ces jeux, car il pourrait y avoir des blessures graves qui affectent le groupe, ou même des jeux à un seul gagnant. Si nous nous séparons, nous pouvons tous gagner, et apprendre les uns des autres sur les différents jeux. C'est en exploitant les informations plus rapidement que nous pourrons tous survivre et espérer sortir de cet univers de tarés. Ils rejoignent le jeu et observent de nouveaux téléphones. Il y a beaucoup plus de concurrents que la dernière fois. Le jeu va être intense. Ce mec utilise l'électricité du bâtiment pour charger son baladeur. C'est bien de profiter de l'électricité tant qu'il y en a, mais ce genre d'appareil plus ancien fonctionne à pile, donc c'est un petit peu suspect. Ces mecs ont l'air d'avoir fait leurs preuves et sont probablement là depuis très longtemps. J'essaierai d'apprendre tout ce que je peux sur eux pour mieux m'adapter à cet endroit, car les personnes et leur savoir sont des ressources super précieuses ici.
ce sont aussi les plus dangereuses. Ce jeu est un 5 de pique. Le chiffre représente sa difficulté, tandis que sa couleur représente le type de défi. Dans ce cas, il s'agit d'un jeu qui demande de bonnes capacités physiques. Un joueur leur explique que les trèfles représentent des défis en équipe, les carreaux sont des défis d'intelligence, et les cœurs impliquent des jeux de confiance et de trahison. Il s'agit d'un jeu de track où tout le monde doit échapper aux tireurs. Ils ont 20 minutes pour trouver la zone de sécurité avant que le bâtiment n'explose. Ils se dispersent tous en cherchant une stratégie, alors que le tireur se dirige au dernier étage avant de commencer la traque. Ce mec veut faire descendre les joueurs en bas parce qu'un laser bloque la sortie et une poursuite est toujours plus facile en descente. C'est exactement la raison pour laquelle je me positionnerai au dernier étage, dans le coin, près de ce poteau, car je pourrais glisser vers le bas ou grimper rapidement et je pourrais y accéder depuis tous les étages. Il mène également au toit, ce qui me permet d'être en sécurité. Le groupe tente d'ouvrir les portes pour trouver une pièce où se mettre à l'abri, mais elles sont toutes fermées. Ils entendent des coups de feu à l'étage et jettent un coup d'œil dans le coin, évitant de justesse une rafale de balles. Ils courent et se cachent derrière un mur pendant que le tireur continue. C'est peut-être risqué, mais c'est le moment idéal pour agir. On ne peut pas fuir éternellement, et la configuration du bâtiment joue en faveur du tireur. Mais les cages d'escalier nous donnent l'avantage, car il ne peut pas tirer dans les coins. Je me faufilerai par derrière et je le pousserai dans les escaliers. Il utiliserait ses bras pour amortir sa chute, et cela pourrait faire tomber l'arme, nous donnant une chance de la saisir. Le tireur se met à tirer sans répit, éliminant quelques participants alors que les deux amis se déplacent pour trouver un meilleur point d'observation. Le tueur se tourne dans leur direction, mais ne les voit pas. Et Harisu réalise que le masque altère sa vision. Maintenant, ils connaissent son point faible. Harisu explique aux autres joueurs que s'ils se communiquent entre eux la position du tireur, ils peuvent trouver la zone de sécurité tous ensemble et arrêter la bombe. Cette fille est la première à essayer. Elle leur indique l'emplacement du tueur et escalade jusqu'à l'étage suivant. Cette fille, c'est un vrai ninja. Le barman veut tendre une embuscade au tireur et ce mec est partant. C'est aussi un génie tactique car il est capable de deviner la taille, le poids et le niveau d'entraînement du tueur juste en l'observant. Mais Harisu remarque quelque chose. Ce soldat et son pote ont tous deux des bracelets au poignet avec une clé pour ouvrir un casier. Même si nous sommes dans une situation de vie ou de mort, ce détail a son importance car il pourrait signifier qu'ils ont des choses de valeur à mettre sous clé et à cacher. Si l'un d'entre eux meurt, je reviens et je récupère la clé. La grimpeuse propose son aide. Elle vérifie que le tireur ne se trouve pas au premier ou au deuxième étage et saute en bas. Harisu part à la recherche de la zone de sécurité avec l'aide de la grimpeuse, tandis que le soldat et le barman préparent leur embuscade pour le tireur. C'est un bon plan, car cela va le détourner de son objectif et ils pourront remporter la partie. Ce mec la tire hors de la cage d'escalier, mais le soldat ne vient pas l'aider et il se fait tuer. Il est sournois. Il attendait que le tireur vide son chargeur. Soudain, le soldat asperge le tueur avec un extincteur, esquivant un tir de balle. Maintenant, il n'a plus de munitions. Ils se battent à tour de rôle contre lui, mais le tireur est coriace. Il encaisse plusieurs coups de couteau du barman comme si de rien n'était. Et il lui entaille même l'abdomen avec le couteau. Pendant ce temps, Harisu essaye de trouver la zone de sécurité et repère une porte sur laquelle le tueur a tiré. Il n'est pas logique que l'homme armé ait tiré d'aussi loin, à moins qu'il ne protège quelque chose. Il n'est pas le seul à s'en rendre compte car un joueur arrive. C'est le mec qui rechargeait son baladeur tout à l'heure. Harisu ouvre lentement la porte et regarde à l'intérieur. Une remarque rapide, si j'ouvre cette porte, je le fais du côté inverse, car je ne sais pas ce qui peut sortir de là. C'est pas plus mal d'être protégé par la porte en métal jusqu'à ce qu'on puisse confirmer qu'il n'y a aucune menace. À l'intérieur, il repère une porte, mais un autre tireur s'y cache et ils doivent prendre la fuite. C'est alors que le mec lui lance une décharge avec un taser et le tueur s'effondre. Plutôt c'était en fait un taser qu'il a fabriqué de toutes pièces qu'il était en train de charger. Ce type est vraiment intelligent. Mais ce n'était pas suffisant pour tuer le tueur. Harisu s'est réfugié dans une pièce et il réalise qu'il est piégé dans la zone de sécurité. Il aperçoit 2 boutons pour stopper la bombe, mais il faut appuyer dessus en même temps. Il indique son emplacement en criant aux autres joueurs pour qu'ils viennent l'aider. Je tenterai quand même quelque chose. Même si je peux pas m'étirer assez loin, je pourrais enlever mes chaussures et les lancer sur les boutons pour stopper la bombe et le jeu. Le tueur entre dans la pièce et essaye de combattre Harisu. Heureusement, la grimpeuse entre par la fenêtre et l'assomme avec le taser. Avec une seconde restante au chrono, il saute et actionne les boutons juste à temps. Le tireur enlève son masque. Elle a l'air terrifiée et son collier explose soudainement. Ces tueurs étaient en fait des joueurs et ils jouaient contre nous pour leur propre survie. En bas, le barman trouve un talkie-walkie sur un mort et entend 2 phrases. La réponse est entre nos mains et retour à la plage. Et il n'est pas le seul à trouver quelque chose. Ce mec trouve un papier sur le tueur avec un dessin étrange. On ne sait pas ce que ça signifie, mais c'est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Je vérifierai certainement chaque cadavre pour trouver des objets, ou peut-être des informations utiles. Chaque indice est précieux, surtout quand les réponses sont si difficiles à trouver. Les amis retrouvent leur groupe et sont accueillis chaleureusement. Ils sont soulagés d'être toujours en vie. Et le groupe discute de ce qu'ils peuvent faire avec les informations que le barman a entendues au talkie-walkie. Ce truc est vraiment utile, car nous pouvons maintenant écouter nos adversaires. Cela nous donne des informations précieuses qui pourraient nous aider à survivre. Ils pourraient parler de leur stratégie, de nourriture ou de lieu de stockage pour des armes. Ces infos pourraient faire la différence entre notre survie ou notre mort.
Le soir suivant, le groupe part à Shibuya pour participer à un autre jeu organisé au jardin botanique de Shinjuku. Celui-ci ne sera pas comme les autres. Ils entrent et voient une table avec différentes armes et des casques high-tech. Ok, s'il n'y a que 4 personnes ici et qu'il y a des armes, je pense que ça ne va pas bien se passer. Pour aucun d'entre nous. Elle doit être assez légère pour être maniée et pour courir avec, mais aussi très solide. Il n'est pas dit non plus que vous ne pouvez pas en choisir 2. Choisirez donc le marteau et la hache. Ce sont 2 armes à une main, faciles à manier, et aucune d'entre elles ne se brisera sous l'effet d'un choc violent. Lorsqu'ils enfilent les casques, ils se verrouillent autour de leur cou et s'allument. Ils peuvent reconnaître les joueurs grâce à une fonction avancée de détection des visages. Le jeu auquel ils vont jouer est simple, cache-cache. Difficulté 7 de cœur. Et nous savons que les jeux de cœur sont centrés sur la confiance et la trahison. Une personne sera le loup, les autres seront les agneaux. Celui qui trouve le loup en devient un à son tour. Cependant, pour gagner ce jeu, vous devez être le loup à la fin des 15 dernières minutes du chrono. Celui qui restera un agneau mourra. Ok, ce jeu est méga flippant et la conscience va être super importante ici. Puisque c'est un jeu de cœur, je garde un œil sur cette femme. Nous l'avons vu sacrifier quelqu'un sans scrupule dans le premier jeu, et elle le refera si on ne fait pas attention. Le premier loup est Shota, l'informaticien. Il essaye de retirer son casque, mais on l'avertit qu'il pourrait exploser s'il le fait. Il se tourne alors et établit un contact visuel avec Arisu, qui devient le loup. Réalisant ce qui vient de se passer, la femme essaye d'attirer l'attention de tout le monde pour qu'Arisu la regarde. Elle prend le rôle du loup et s'enfuit. Le loup n'est pas le chasseur, mais il est la proie, car seul le loup survivra à la fin du jeu. Le barman la poursuit et perd sa trace. Elle se réfugie derrière un buisson pour se cacher, essayant ainsi de rester le loup jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Cette fille ne pense qu'à survivre, je peux pas lui en vouloir, mais elle a besoin de faire plus attention, car elle porte des talons qui font des marques distinctives qu'il pourrait utiliser pour la traquer. Si j'étais le loup, je pourrais envisager de grimper à un arbre. Personne ne peut me regarder dans les yeux quand je suis en haut, même s'ils grimpent pour m'attraper. Je peux toujours les pousser pour les faire tomber. Le barman retrouve la femme et essaye de l'attraper, mais celle-ci le frappe avec une pierre sur sa plaie et leur regard finit par se croiser. Il est maintenant le loup. Mais son ami arrive et le regarde fixement. Réalisant qu'ils sont maintenant tous les deux des agneaux, il court après Arisu. Ils le coincent mais ils ne parviennent pas à le convaincre de changer de rôle. C'est pourquoi ils appellent cela un jeu de cœur, parce que les concepteurs de jeux veulent que vous choisissiez entre votre vie ou vos amis. Ok, il n'y a peut-être pas de moyen de gagner tous ensemble, mais on doit essayer. C'est un jardin botanique et il y a de l'eau ici. Alors peut-être que si nous regardions tous nos reflets au même endroit dans l'eau, le casque de chacun enregistrerait le contact visuel, nous transformant tous en loup, et on pourrait tous survivre. La femme essaye alors d'attaquer Arisu, mais son ami blessé la plaque au sol et lui dit de s'enfuir. Arisu court se cacher et essaye d'enlever son casque. Il est sur le point d'y parvenir quand il se souvient avoir vu les colliers exploser dans le jeu précédent. Et il refuse de quitter le jeu comme un lâche. Karube est désemparé et se met à la recherche de son ami. Arisu est très ému, mais il ne veut pas qu'ils se battent et leur dit qu'il va se sacrifier. Le barman change alors d'avis. Depuis le début, il a toujours su que son ami avait le plus grand potentiel de tous et qu'il doit survivre. Arisu essaie de les retrouver, mais ils se cachent et se taisent tous. Il trouve enfin son ami, mais il est trop tard. Son collier explose, le laissant seul survivant et gagnant de ce jeu mortel. C'est le pire scénario possible. Mais gardez à l'esprit que ces jeux ne s'arrêteront pas. Je ramène toutes ces armes avec moi. Cette situation est horrible. Mais à la place d'Arisu, je canaliserai mon chagrin et ma rage pour les jeux. À partir de maintenant, je construis une stratégie préétablie pour chaque couleur de carte. Et je m'entraîne tous les jours pour que ça ne se reproduise jamais. Entraînement, endurance, résolution d'énigmes et construction d'une nouvelle équipe en qui je peux avoir confiance. Ça, c'est ma priorité. Comme ça, mes amis ne mourront pas en vain et j'aurai plus de temps pour mon visa. Elle le ramène alors dans son abri pour le nourrir et le rebooster. Même si elle a traversé ses propres épreuves, elle continue à avancer et il devrait en faire autant. Qu'il soit prêt ou non, son visa expire aujourd'hui et ils doivent tous les deux participer à un autre jeu pour rester en vie. Ce soir-là, ils se rendent à un autre jeu, dans ce tunnel où ils trouvent un bus au milieu de la route. Ce jeu s'appelle Distance, avec un niveau de difficulté 4 de trèfle, et le trèfle est un jeu d'équipe. Sa jambe blessée semble désormais être un gros point faible pour le groupe, s'il ne peut pas participer. Leur téléphone leur indique qu'ils doivent atteindre leur but en 2 heures, et affiche un compteur de distance qui commence à 0. C'est le moment d'explorer les éléments du jeu. Je marcherai en arrière et en avant pour voir combien les pas sont comptés et pour avoir une indication plus précise de notre destination. Les autres joueurs réalisent que ce vieux bus n'a pas besoin d'électricité pour démarrer et qu'ils peuvent donc le conduire jusqu'à leur objectif. Malheureusement, il n'y a pas d'essence et ils devront courir. L'homme blessé dit à ses amis de continuer sans lui, en les rassurant qu'il trouvera son propre moyen de survie, et ils partent. Alors personnellement, je déteste courir, donc j'aurais préféré passer un peu plus de temps à étudier les possibilités de trouver de l'essence près du bus, peut-être même en le poussant jusqu'à la prochaine voiture pour pas perdre trop de temps à revenir en arrière.
Nous ne savons pas non plus à quelle distance se trouve notre but. Donc ce bus pourrait être notre seule option. Puisque c'est un jeu de trèfle, j'aurais tendance à adopter une stratégie de groupe. Et je pourrais donc demander à tous les joueurs de parcourir le tunnel pour trouver de l'essence ou d'autres voitures en état de marche dont les clés ont été laissées sur le contact. Ils commencent tous à courir dans le tunnel, mais lorsqu'ils atteignent les 5000 mètres, ils sont épuisés. Ok, c'est clair que vous vous y prenez mal. Pour le moment, vous êtes physiquement épuisé et vous travaillez pas en équipe. Et s'il s'agit d'un jeu de trèfle, vous devez repenser votre approche car la stratégie doit correspondre à la couleur de la carte. Ils poursuivent leur course, mais aperçoivent soudain quelque chose au loin et réalisent que c'est une panthère. Ils se séparent, se cachent sous les voitures et derrière les portières. Mais un des joueurs se fait attraper et déchiqueter par le félin. Ils trouvent une fusée de détresse dans une des voitures et parviennent à effrayer la panthère, mais ils doivent continuer à avancer. Les autres survivants aperçoivent un camion sur lequel se trouve une Royal Enfield, une moto qui utilise du diesel et peut être démarrée sans électricité. Ils n'ont pas la clé, mais Harisu réalise que s'ils peuvent ramener la moto au bus, ils pourront faire le plein et emmener le joueur blessé directement au but. La fille et l'autre joueur continuent à avancer tandis qu'Harisu revient en courant avec la moto. Les moteurs diesel utilisent l'allumage par compression et les voitures à essence utilisent une bougie pour consommer le carburant. Mais ils peuvent toujours utiliser de l'essence ordinaire pour alimenter les voitures diesel. Les deux autres ont réussi à aller jusqu'au bout du tunnel, mais ils découvrent que ce mur d'acier laisse échapper de l'eau et qu'il est sur le point de céder. Ils sont condamnés. C'est très sérieux. Cette eau sous pression, ça peut littéralement vous écraser, car 1 litre pèse 1 kg. J'aurais sauté dans une voiture car la carrosserie en acier peut me protéger, mais je pourrais être emporté dans le tunnel. L'homme trébuche et est emporté par les eaux, laissant la grimpeuse face à une mort imminente. Mais soudain, elle aperçoit le bus au loin. Harisu a réussi à faire le plein et se penche pour attraper son bras. Elle s'accroche à lui juste à temps au moment où l'eau renverse le véhicule, les assommant. Quand ils sortent du bus, ils réalisent qu'il s'agissait du but à atteindre. Les chiffres indiquaient à quelle distance ils se trouvaient du bus. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de rester sur place. Donc si nous avions cherché la trappe du réservoir d'essence dès le début, nous aurions vu le graffiti géant Goal sur le but, qui signifie but. Mais même si nous l'avions manqué en poussant le but jusqu'à la prochaine voiture pour faire le plein, le compteur de distance serait resté à 0, nous indiquant clairement que nous sommes bien là où nous sommes. Une fois sorti, Harisu parle à la fille, de l'endroit appelé la plage, que son ami a entendu dans le talkie-walkie, et propose qu'ils y aillent. Ils ne savent pas exactement à quoi s'attendre, mais ils vont certainement y trouver des réponses. Mais je dois dire qu'après avoir réussi à faire démarrer un bus, je n'utiliserai certainement plus un vélo pour me déplacer. En quittant la région du Grand Tokyo, ils s'éloignent des commodités de la ville. Ils sont à court de provisions et Harisu n'a que 3 jours sur son visa. Il passe la nuit dans le parc. Et la fille lui apprend à chasser et à traquer des sangliers. Il y a beaucoup à apprendre de cette fille. C'est une survivante et elle a plus d'expérience dans la nature, l'escalade, la chasse, le camping et la cuisine. Nous devons apprendre autant que possible car on ne sait jamais quand on peut perdre notre ami. Je partirai aussi en reconnaissance dans ce nouvel environnement pendant la journée, dans le plus d'endroits possible. Plus nous serons familiers avec cet environnement et plus nous aurons l'avantage dans les jeux, comme connaître les bonnes cachettes ou les endroits stratégiques. Ce soir-là, il aperçoit un groupe de participants qui s'apprêtent à jouer à un jeu mortel et se rend compte que ces joueurs portent tous des clés de casier au poignet, comme tous les garçons dans le jeu avec le tireur. Il doit essayer d'en apprendre plus. C'est clairement une société de joueurs organisés, et je ferai confiance à aucun d'entre eux. Les situations de vie et de mort font ressortir le pire dans les groupes, car ils profitent collectivement des autres, trouvant des moyens de vous faire chanter et de vous piéger. Ils les suivent jusqu'à un hôtel, qui étonnamment a de l'électricité contrairement au reste de la ville. Mais pendant qu'ils espionnent, quelqu'un arrive par derrière et les kidnappe. J'aurais vraiment essayé d'être un peu plus discret qu'eux sur ce coup-là. J'aurais récupéré le bracelet du tireur dans l'autre jeu et je l'aurais utilisé pour essayer de me faire passer pour un membre du groupe, afin d'en apprendre plus. Ils se réveillent entourés de gens en maillot de bain qui les interrogent. Harisu admet qu'ils sont ici pour essayer de trouver des réponses, et ce mec prétend en avoir en leur dévoilant ce mur couvert de cartes à jouer géantes. Il explique que s'ils réussissent les jeux et obtiennent toutes les cartes, une personne pourra retourner dans le monde normal. C'est pour cela que la plage a été créée, pour former une équipe géante de joueurs afin de collecter toutes les cartes, et ils n'ont pas d'autre choix que de s'associer. Ok, j'y crois pas une seule seconde, et si un seul joueur devait gagner par lui-même les 52 cartes pour pouvoir s'échapper? Cette règle n'est pas précisée, et ils ne le savent tout simplement pas. Les groupes comme celui-ci ne sont pas intéressés par l'intérêt commun, c'est toujours une question de pouvoir et de survie. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. La vérité est que plus il y a de gens autour de vous, plus ils vous poignardent dans le dos. Donc sur une note plus optimiste, ces mecs ont du carburant, de l'électricité, de l'eau et des armes. Donc on pourrait en profiter. Ils ont 3 règles. Tout le monde doit porter des maillots de bain, car ainsi aucune arme ne peut être cachée, toutes les cartes gagnées dans un jeu sont prises, et si quelqu'un enfreint les règles ou trahit la mission, il sera exécuté. Ils veulent tester Harisu pour voir de quoi il est capable, et la scientifique du groupe est là pour observer ses prises de décision. Le groupe entre dans une pièce remplie d'eau avec un énorme transformeur au-dessus d'eux. Le nom du jeu est l'ampoule. Difficulté 4 de carreau. Le but, trouver lequel de ces 3 interrupteurs allume cette ampoule. Mais vous ne pouvez actionner qu'un seul interrupteur avec la porte ouverte. Cependant, si quelqu'un se trouve dans la pièce où se trouve l'ampoule, la porte ne s'ouvrira pas.
Ils ne peuvent répondre qu'une seule fois et s'ils se trompent ou si l'eau touche les fils électriques, ils meurent. L'eau commence à monter et Harisu ne sait pas trop quoi faire, mais il pense pouvoir éliminer facilement une mauvaise réponse en actionnant le premier interrupteur avec la porte ouverte. Le problème est que si l'ampoule ne s'allume pas, la porte se refermera et ils ne pourront pas confirmer lequel des interrupteurs restants fonctionne. La femme le met au défi. Cela vaut-il la peine de risquer leur vie sur le hasard ? L'eau arrive désormais jusqu'à la taille et ils n'ont plus de temps à perdre. Harisu va actionner l'interrupteur A, mais il repense à ce qui a été dit. Il y a une seule chance de garder la porte ouverte pour confirmer si la lumière est allumée ou non. Il a alors l'idée de commencer par fermer la porte et actionner l'interrupteur A, puis l'interrupteur B avec la porte ouverte. Pas de lumière. Il fait toucher l'ampoule au joueur et elle est chaude. L'interrupteur A est le bon. Harisu résout l'énigme rapidement et prouve ses compétences. Il y a une chose à laquelle ils n'ont pas pensé. On leur a donné des téléphones avec des coques étanches. Et nous avons vu dans le premier jeu qu'ils peuvent faire des vidéos. Je mettrai un téléphone dans la pièce et je le dirigerai vers la lumière. Je fermerai la porte, j'actionnerai les interrupteurs et j'enregistrerai le tout pour savoir lequel est le bon. Tous les joueurs retournent à la plage et le chef veut parler avec Harisu. Il est impressionné par son esprit et l'invite à une réunion avec les leaders du groupe. Au cours de la réunion, le chef évoque le fait qu'il doit renouveler son visa. Le soldat échange alors un regard avec ses hommes. Ces gens sont dangereux, et il semble qu'il y ait une rivalité au milieu de laquelle nous ne voulons pas nous retrouver. À la place d'Harisu, je ne voudrais pas me retrouver au milieu des conspirations, et en se rapprochant de l'ennemi, de quelqu'un d'autre, nous mettons aussi notre vie en danger. La meilleure stratégie est de faire profil bas, de rester humble et d'attendre la bonne occasion pour vous éclipser, ni vu, ni connu. Le lendemain, la jeune fille prévient Harisu que les membres du groupe les surveillent, et ils commencent à planifier leur fuite. Ils demandent à différentes personnes ce qu'elles savent sur le monde et apprennent que des lasers pourraient entourer tout le pays. Harisu s'aventure autour du camp et entend des coups de feu. Au détour d'une rue, il aperçoit des membres du groupe près d'une benne à ordures. En attendant qu'ils partent, il jette un coup d'œil à l'intérieur et trouve un tas de cadavres. C'est alors qu'un étranger se présente, le même garçon que dans le jeu du tireur. Il explique que c'est ce qui arrive quand on trahit la plage, et il veut tenter d'agir. Il a une proposition à faire à Harisu. Voler toutes les cartes du chef du groupe et quitter cet endroit pour de bon. C'est dangereux mais il faut agir. Harisu accepte et raconte son plan à son amie. Heureusement, elle sait où sont stockées les armes, mais elles sont très bien gardées. Plus tard, il est convoqué à une réunion urgente et apprend que le leader de la plage est mort d'une blessure par balle. Tous se demandent s'il est mort durant un jeu ou s'il a été assassiné. Mais des membres du groupe menacent les autres pour faire élire le soldat Aguni. C'est le moment d'exécuter le plan. Voler les cartes et s'échapper. Harisu est à l'étage et essaye d'ouvrir un coffre-fort. Il entre le code que cet homme lui a donné mais il ne s'ouvre pas. Les membres du groupe l'ont pris en flagrant délit. Tout cela faisait partie d'un piège élaboré par ce mec et Harisu a été utilisé pour découvrir où était le coffre-fort. Nous devrions savoir qu'il ne faut pas faire confiance à tout le monde et que tout le monde est potentiellement dangereux. Il y a aussi un meilleur moyen de s'échapper. Lors du changement du dirigeant à la tête du groupe, tout le monde devait être suffisamment distrait pour que 2 membres involontaires puissent s'échapper. Je chercherai cette opportunité plutôt que de rester dans un endroit où je veux pas du tout être. Harisu est bâillonné et attaché dans une pièce. Il va rester ici jusqu'à l'expiration de son visa et personne ne viendra le secourir. Pendant ce temps, le mec bizarre revient pour ouvrir le coffre-fort, trouvant la boîte de toutes les cartes collectées. La jeune fille est entraînée dans une pièce par le commandant en second, et ce dernier s'apprête à passer à l'acte quand soudain l'électricité de tout le complexe est coupée. Confus, il regarde autour d'eux et découvre une annonce pour un nouveau jeu sur la télé de la chambre. Toutes les sorties de la plage ont été fermées, protégées par des lasers. L'hôtel entier est devenu la reine d'un tout nouveau jeu. Difficulté 10 de cœur. C'est la dernière carte restante. Tout le monde se précipite dans le hall pour récupérer un téléphone. Dans ce chaos, la fille découvre qu'une femme a été poignardée et tout le monde s'arrête alors soudainement. Le jeu s'appelle La chasse aux sorcières. Ils ont 2 heures pour découvrir qui a tué la fille et le brûler à mort. Ils interrogent l'amie de la fille morte. Ils trouvent suspect qu'elle n'ait pas été avec elle au moment du meurtre car elles sont pratiquement inséparables. Elle prétend qu'elle était dans sa chambre mais il ne la croit pas et se prépare à la brûler. Elle a été sauvée par l'intervention des leaders du groupe. Bon, c'est comme dans un roman policier et nous avons quelques indices sur lesquels nous concentrer. Tout d'abord, c'est un jeu de cœur, le plus dangereux, car le créateur du jeu veut que tout le monde se retourne les uns contre les autres. Il pourrait y avoir un choix qui paraît évident, mais ça pourrait aussi être une ruse du jeu. La fille a été poignardée avec un couteau ordinaire, alors que tous les membres du groupe ont des armes à feu ou des épées de samouraï. On sait aussi qu'ils jettent les cadavres. Donc je ne pense pas que ce soit l'un d'eux qui ait commis le meurtre. L'ami de la fille est une option plausible. Parce que nous pouvons être informés de tout changement de comportement ou si quelqu'un la harcelait, ou même si elle a été soumise à un chantage après avoir fait quelque chose. Ils commencent tous à s'accuser les uns les autres, lorsque le soldat Aguni intervient enfin et menace de tuer tout le monde si la vraie sorcière ne se manifeste pas. Son acolyte sort son arme et tire et la foule se disperse. Ok, la clé pour gagner ici est de comprendre la logique du créateur du jeu. Il va jouer avec votre esprit en vous faisant tellement penser à votre propre survie que vous allez perdre votre capacité d'analyse. Nous avons déjà un cadavre. Je la mettrai d'abord dans le feu pour éliminer toutes les possibilités avant de prendre d'autres mesures extrêmes. Les filles s'échappent pour partir à la recherche d'Harisu qui est toujours attaché. Pendant ce temps, le mec à l'épée déverse de l'essence dans tout le sous-sol et ils vont tous brûler.
En bas, la fille aux dreadlocks découvre la scientifique en train de chercher quelque chose. Elle cherche de la superglue pour révéler des empreintes sur l'arme du crime. Ça, c'est une bonne idée. Mais je lui dirais de trouver d'où vient le couteau et de savoir qui était dans les environs juste avant le meurtre. Le commandant en second se retrouve face à face avec le mec bizarre qui lui fait remarquer que l'alimentation électrique de la plage a changé depuis le début du jeu. Cela signifie que quelqu'un travaillant pour le jeu s'est infiltré dans la station pour changer l'alimentation. Et les seules personnes ayant accès à l'alimentation, ce sont les chefs du groupe. Le mec bizarre se précipite sur le tireur et lui met le feu avec un lance-flamme qu'il a fabriqué. Toujours ligoté, Arisso réussit à retirer le ruban adhésif de sa bouche et appelle à l'aide. Heureusement, son ami l'entend crier et arrive jusqu'à cette porte. Il pense que la sorcière est un joueur dans leur propre jeu, devant tuer la fille et rester indétectable. C'est alors qu'il se rend compte qu'il n'analyse pas les choses de la bonne façon. Il doit penser comme le concepteur du jeu. Il savait que le leader était mort, et ils ont utilisé le chaos régnant pour mettre en place ce jeu. La sorcière aurait pu déplacer le corps de la victime 1 heure avant que tout cela ne commence. Arisso pense qu'il a trouvé le coupable. Il reste 15 secondes au chrono, et la sorcière n'a toujours pas été retrouvée. Les membres restants sont rassemblés dans le hall où le chef ordonne à ses hommes de tuer tout le monde. Mais ils sont interrompus par l'arrivée d'Arisso. Il supplie le chef de collaborer pour trouver le meurtrier, mais il se fait attaquer. Étonnamment, Arisso sait que ce type a tué quelqu'un, mais ce n'était pas la fille. C'était l'ancien chef de la plage. Le regard du soldat le trahit. La nuit où le chef est allé renouveler son visa, le soldat l'a tué pour se défendre. Arisso a bien compris qu'il n'y a qu'un seul moyen de vaincre ce jeu sans tuer personne, c'est que la fille se suicide. Le nouveau leader s'énerve et il commence à se battre contre tout le monde. Mais le temps presse, et ils doivent mettre un terme à cette situation avant de tous mourir. L'ami de la sorcière connaît le moyen d'arrêter cela, et attirant l'attention de tous, annonce qu'elle est la dealeuse du jeu. Un laser lui transperce la tête et la tue instantanément, plongeant tout le monde dans le silence. Ok, donc c'est quoi cette histoire de dealeuse? Il y a certainement des choses que les autres savent sur ce jeu que nous on sait pas, et elle vient de se faire tuer pour nous l'avoir dit. La scientifique apparaît et confirme que la jeune fille morte s'est en fait suicidée, car les empreintes digitales avaient une prise inversée sur le couteau. C'est alors que quelqu'un commence à leur tirer dessus. C'est le commandant en second, toujours vivant. Il tire dans la foule, mais il est stoppé par le soldat, qui prend plusieurs balles alors qu'il le soulève et l'emporte, disparaissant dans la fumée. À 3 minutes de la fin, le groupe transporte le corps de la sorcière vers le feu, et tous quittent le jeu, regardant la plage brûlée. Mais le mec bizarre revient à l'intérieur pour ajouter le 10 de cœur à sa collection. Il ne reste plus que les figures, et le jeu sera complet. Le lendemain, Arisso et son ami cherchent des réponses, agissant parfois dans l'ombre ou se faisant passer pour d'autres joueurs, et qu'ils seront tués si quelqu'un découvre qui ils sont vraiment. Dans l'une des vidéos, les deux filles se rendent dans le métro et découvrent la base secrète des dealers. Il s'agit d'une énorme salle de surveillance où d'autres personnes comme elles observent les jeux et, comme tous les joueurs, ces dealers doivent aussi jouer pour obtenir leur visa. Les deux amis parcourent les tunnels du métro et découvrent que la porte de la base secrète a été ouverte. Quelqu'un est arrivé avant eux, les dealers sont morts et leurs ordinateurs sont éteints. C'est alors que le mec bizarre et la fille aux dreadlocks arrivent. Il a compris que le dessin sur le papier qu'il a trouvé était en fait une carte de cette station de métro et est venu ici pour découvrir ce qui se passe quand ils obtiennent toutes les cartes. Mais au lieu de cela, il a trouvé les gens morts et conclut qu'il y a quelqu'un au-dessus des dealers qui contrôle réellement le jeu. Et les écrans d'ordinateur s'allument soudainement pour un message spécial et à la surprise générale, c'est l'une des leaders de la plage qui s'exprime. Elle félicite tous les joueurs pour leur victoire et annonce qu'il y a un prix offert par son équipe demain à midi. Il y aura de nouveaux jeux, mais cette fois-ci, ils joueront pour obtenir les figures du jeu de cartes. Ils commencent à comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Alors qu'ils se dirigent vers l'extérieur en regardant vers le ciel, ils aperçoivent un dirigeable géant transportant un énorme roi de pique. Dans toute la ville, d'autres dirigeables volent dans le ciel, portant chacun une carte représentant une figure. C'est le prochain niveau du jeu et il a officiellement commencé. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous feriez-vous pour battre tous les pièges mortels dans Alice in Borderland? Eh bien dites-le moi dans les commentaires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et vous pouvez consulter la playlist Comment battre pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une super journée.